Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Corot, cofondateur et CEO de Miracle, et Xavier Lazarus, cofondateur et managing partner d'Elia Partners. Encore merci Philippe de t'être libéré. J'imagine que quasiment tout le monde connaît Miracle dans la salle, mais est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots et en quelques chiffres Miracle aujourd'hui ? Alors Miracle, c'est le leader mondial des solutions logicielles de marketplace. Donc on accompagne nos clients dans la mise en place de leur marketplace, e-commerce ou de leur plateforme. C'est une société qu'on a créée en 2012. Donc Elia était notre premier investisseur. Pour quelques chiffres, donc aujourd'hui Miracle, c'est 550 collaborateurs qui sont présents dans 14 pays. Et on a des clients dans plus de 40 pays. On accompagne 350 clients dans la mise en place de leur marketplace. Et c'est environ 5 milliards de dollars de volume d'affaires qui vont transiter sur nos plateformes cette année. Voilà, et c'est 120 millions d'ARR cette année, 2021. Dit comme ça a l'air très simple. Est-ce que tu peux nous raconter en 2011 ? C'était 2011 ou 2012 ? C'est les chiffres, c'est toujours facile, surtout pour Xavier d'ailleurs. Comment s'est passée cette première levée dans un écosystème qui était différent ? Alors, c'était 2012, la première levée, c'était novembre 2012. Ça s'est passé, on a vu beaucoup de fonds, l'écosystème était, l'environnement des fonds était un petit peu différent. Les modèles SaaS étaient moins courants. Tout à l'heure, on citait les financements. Il y a beaucoup de financements, plus sur les médias ou les plateformes e-commerce de mémoire. Voilà, beaucoup de fonds français. Voilà, sur l'écosystème, peut-être moins enclin à prendre des risques sur des modèles SaaS très disruptifs. On a vu beaucoup de fonds à l'époque. Quand on avait fait notre première levée, on a dû voir entre 20 et 30 fonds, je pense. Et peu ont souhaité investir. Voilà. Xavier, pourquoi Miracle ? C'était quoi la prise de risque ? Est-ce le potentiel ? En fait, quand on investit en amorçage, dire qu'on sait ce qui va se passer, etc., c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un minimum d'options positives qui justifie le risque qui est pris. Et ici, nous, notre rencontre, on a très vite focalisé le débat sur est-ce qu'il y a un marché ou pas. Quand Miracle se lance, il n'y a pas de marché. Ils sont leaders mondiaux parce qu'il n'y a pas encore une seule vente qui a été faite. Donc globalement, c'est facile d'être leader mondial. Mais du coup, il y a un risque, c'est qu'ils vendent à leurs copains et puis ça s'arrête là. Et donc quand on est dans cette phase d'amorçage, on débat énormément sur est-ce qu'il y a un marché ou pas. Et dans un premier temps, le risque qu'il n'y ait pas de marché de la discussion était très supérieur à toutes les options parce qu'on a commencé à compter les clients potentiels. Et je me souviens, c'était d'ailleurs une discussion qui était presque houleuse entre Adrien, qui est très vendeur et donc qui n'aime pas être contredit comme tous les bons vendeurs, et moi, on n'arrivait pas à trouver 100 noms. Alors, ils en ont 350 aujourd'hui, donc ça prouve bien qu'on se trompait, mais on n'y arrivait pas. Et ce qui a fait basculer complètement la discussion, et ce qui fait que je suis revenu vers mes associés en disant il faut qu'on étudie cette société en détail, c'est que Philippe, à ce moment-là, dit en fait, il faut renverser la question. La question, c'est qu'il y a Amazon, il y a Alibaba, il y a Rakuten, il y a tous ces gens-là. Et donc, est-ce qu'il restera dans 20 ans un e-commerçant debout qui n'a pas de marketplace ? Et à partir du moment où on se dit, en fait, à court terme, c'est un marché naissant, j'arrive pas à trouver beaucoup de clients, mais ils sont très bons, ils vont en trouver quelques-uns, c'est sûr. Peut-être que cette vision est vraie, là, ça change tout, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel devant nous qui permet de prendre le risque initial de dire, on y va. Si je peux rajouter, c'est là où il fallait avoir un fonds qui nous accompagne, qui comprenne ça et qui ait une vraie vision. C'est qu'aujourd'hui, toutes les plateformes, toutes les marketplaces, comme évidemment Amazon, Alibaba, ont la place qu'on leur connaît aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et on a vu aussi émerger les modèles Airbnb, Uber, qui reposent sur ces mêmes business models. Tu parlais d'accompagnement, c'est deux termes qu'on aime lier, l'investissement et l'accompagnement. J'imagine que tu ne regrettes pas d'avoir choisi Elia. Qu'est-ce qui t'ont apporté au-delà de l'aspect, on va dire, purement financier ? Qu'est-ce qu'un VC apporte finalement ? Un VC, moi, en tout cas, c'est ma vision. Un VC, ça doit être un bon sparring partner. Parce que quand on est fondateur, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, on a envie d'aller explorer plein de nouvelles voies et de nouveaux chemins. Et je pense que c'est bien d'avoir un vrai partenaire qui nous ramène dans la réalité du business aussi, dans la réalité des chiffres parfois et dans la réalité des finances.
C'est aussi c'est un bon conseil extérieur. Et là, il y a, par exemple, pour certains recrutements qu'on considère comme stratégiques, on fait rencontrer nos investisseurs, Xavier, à ces candidats. Et après, dans le cadre des boards, c'est aussi comme je dis, un bon sparring partner, mais aussi une bonne aide pour transformer une vision en stratégie, en exécution, en plan d'exécution. C'est un schéma qui est complexe et des fondateurs qui sont immergés dans leur quotidien, s'ils étaient seuls, à mon avis, feraient beaucoup plus de conneries que s'ils sont bien accompagnés par des fonds d'investissement qui comprennent ce qu'ils font. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important pour nous en tant que fondateurs, il faut que ce soit une relation basée sur la confiance. Il ne faut pas qu'il y ait il faut rien cacher à ces investisseurs, il faut vraiment que ce soit des relations basées sur la confiance. Merci pour ces notions de sparring partner et de confiance. Aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes en termes de business? On sait que tu as fait rentrer des nouveaux investisseurs et en termes de liquidité, parce que comme tu l'as vu, c'est important pour le FNA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les prochaines étapes de Miracle? Nous, notre prochaine étape, c'est aujourd'hui, comme je te disais, on a 350 marketplaces qui tournent qui utilisent notre logiciel. Le but, c'est évidemment d'en avoir le plus possible, de doubler, de tripler dans les 12-18 mois. Et c'est aussi d'arriver à faire ce qu'on est en train de faire avec Miracle, c'est-à-dire on est en train de créer à travers notre plateforme Miracle Connect un petit peu la plateforme des plateformes, c'est-à-dire devenir un point d'entrée unique pour tout l'écosystème de marketplace dans le monde. C'est que ce soit pour les vendeurs, pour les opérateurs de marketplace, pour les vendeurs qui vont vendre sur les marketplaces, pour les opérateurs de marketplace ou aussi pour les partenaires de l'écosystème marketplace qui peuvent apporter du service aussi bien aux opérateurs qu'aux vendeurs. Voilà, ça c'est le projet de Miracle. Après, pour les sorties, c'est très difficile de faire des projections, surtout sur l'avenir. Donc là-dessus, j'ai pas on verra. Nous, honnêtement, on raisonne peu comme ça. Notre logique, c'est vraiment de développer l'entreprise le plus possible. La sortie ou les événements prochains pourront être un prochain tour pour continuer à financer notre développement. Une IPO, c'est des sujets qui reviennent, mais c'est aussi un mode de financement. Peut-être une sortie ou un partenariat avec un industriel, on verra. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Xavier, un des premiers fonds investis par le FNA, on peut dire que tu as vu évoluer l'écosystème sur ces 10 dernières années. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue sur cette évolution sur 10 ans, sur l'évolution des fonds, des valos, si tu veux? Alors, pour ce qui est des valos, on va dire que c'était plus sympa d'être amorceur il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Oui, c'était moins sympa d'être une start-up. Voilà, donc à la fois, on est très content parce que l'écosystème s'est développé, c'était nos espoirs qu'il se développe. On attire de l'argent étranger maintenant très tôt, on attire des super entrepreneurs, mais aussi les prix sont montés parce que toute la chaîne de financement est montée. Il faut faire attention comme d'habitude parce que c'est pas que payer cher ou payer pas cher, c'est un métier. C'est juste qu'on peut payer cher quand on a déterminé un certain niveau de confiance dans le futur. Quand on a des risques encore majeurs, payer très cher, ça revient à éliminer tous les scénarios moyens. Et créer une société qu'on vendra entre 10 et 40 millions, c'est un succès. Mais si on a payé trop cher à l'entrée, ça devient un drame. Et quand on démarre, on peut toujours dire je vais créer une licorne quand on est un jeune entrepreneur, mais c'est la même propa qu'un petit gamin qui commence le foot à 10 ans et qui dit je vais jouer en équipe de France. Ça peut arriver, mais il faut d'abord passer plein d'étapes. Et donc du coup, ce qui nous ennuie parfois dans les valorisations, c'est plus qu'on saute plusieurs étapes, et donc le plan B devient un plan B en fait qui n'existe pas. Donc les gens se condamnent au succès. Alors ceux qui réussiront, ils auront eu raison, et les investisseurs ont eu raison d'acheter ça. Par contre, parfois, il faut des étapes, et c'est ça qui parfois est un petit peu plus tendu aujourd'hui. Tu parlais de licorne, vous en avez accompagné 3. Est-ce qu'il y a un point commun, une leçon à tirer sur cette création de licorne? Alors déjà, il n'y a pas de recette universelle ou un sans faux, et puis c'est surtout les entrepreneurs qui font le boulot. Donc nous, on est des spectateurs, certes des sparring partners, mais on est quand même des spectateurs. Mais on voit quand même des grandes lignes qui sont apparues chez les licornes, mais aussi chez les très grands entrepreneurs, parce que réussir une grande boîte, c'est pas qu'une question de milliards, c'est une question juste de réussite. Les 3 choses qu'on a vues, la première, c'est l'équipe, toujours fondamentale, mais
Ce sont des gens qui ont une ambition spéciale et une connaissance de leur secteur aussi spéciale. Ce sont des experts de leur secteur. Philippe n'est pas un éditeur logiciel, c'est un e-commerçant qui avait besoin d'un outil et qui a fabriqué ensuite un logiciel pour ça. Et ils ont une ambition qui est à la fois sans limite, mais complètement toujours je développe ma boîte, je développe ma boîte, je développe ma boîte, et tout le reste ira avec. Ils n'ont pas je vais faire un IPO sur le Nasdaq dans 5 ans. Ils disent je vais passer l'année, je vais doubler mon chiffre d'affaires et je verrai après. Et donc cette idée de créer une boîte durable et derrière d'avoir le succès capitalistique caractérise les grands entrepreneurs plutôt que ceux qui disent moi ce que je veux c'est faire une grosse sortie, derrière, quelle que soit la méthode, je vais essayer d'y arriver. L'autre chose derrière aussi qui est importante, c'est l'opportunité de marché. On peut démarrer sur des niches, on peut démarrer avec des risques, mais il faut être sur un vrai sujet. Quand on est sur la transformation du e-commerce mondial vers les plateformes, c'est un vrai sujet. On a raison, on a tort, on verra. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Donc la taille générale du sujet est extrêmement importante. Et à nouveau, la niche n'est pas grave, mais la niche dans la niche dans la niche, ça ne marche pas pour faire une grande boîte. Et la dernière chose, c'est que démarrer, c'est dur. Démarrer en Europe, c'est encore plus dur parce qu'il n'y a pas les tonnes de financement par défaut qu'il y a dans d'autres pays où quelque part on crame de l'argent, donc on fait toujours quelque chose hein, avec du dumping, etc. Donc on démarre avec peu de moyens. Et donc du coup, quand on arrive à démarrer, il faut qu'on ne soit pas facile à copier. Et donc nous, ce qu'on voit aussi, c'est que dans ces sociétés-là, il y a quand même des vraies barrières à l'entrée. Celle de Miracle est extrêmement simple. C'est très compliqué ce qu'ils font. C'est pas de la deep tech, mais c'est très compliqué. Mais surtout, si ça marche pas, le chiffre d'affaires du client tombe. Et si le client veut arrêter la plateforme, son chiffre d'affaires disparaît. Donc le bouton off ou le bouton changement, il est très cher pour le client. Et c'est ce genre de choses aussi qui caractérise les grandes sociétés, c'est que les clients sont fidèles à la fois par envie, mais aussi par nécessité. Merci Xavier. Il ne reste plus qu'à te remercier aussi Philippe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bravo. Merci.